Son doigt suit lentement le creux dans le tissu. Du bout de l'index, dans le long pli de sa tunique, elle dessine le visage, au secret. Contre son flanc, elle le dessine. Elle sourit, il est là, présent, jour après jour d'absence. Elle retrouve ses traits, si près du ventre qui l'a porté, quand rien de lui ne pouvait encore se figurer. Dans le creux du tissu, la présence et l'absence, dos à dos, se confondent. Il n'y a plus que ce qu'elle voit, elle, à l'intérieur de sa poitrine, de son cœur, de la paume de sa main, et ce qu'elle voit n'a pas de nom. C'est une ombre, c'est l'effacement, et c'est la vie, puisque toute vie ne palpite que pour être effacée. Alors elle caresse ce qui s'efface et elle sourit. L'effacement est après tout une promesse, légère, comme le sable lancé par-dessus son épaule. Elle est assise sur la roche plate qu'elle a repérée dès le lendemain de son arrivée, tout en haut de la colline. C'est sa place du matin, maintenant, chaque jour. Quand on fera son portrait, elle le sait. Elle sera toujours front dégagé, offert, penchée sur l'autre visage. Elle sait tout cela et elle n'en a que faire. Elle est assise sur sa pierre plate et elle ne construit pas d'église. Entrer dans l'eau, sentir l'air, sentir combien il est léger et dense à la fois quand il touche l'eau. Elle respire la surface de la mer, relève son front mouillé, l'air dans sa poitrine est chaud, vaste et lumineux. Elle a 15 ans. Son ventre ne s'est pas encore arrondi. Elle n'a encore accueilli aucune vie à l'intérieur de son corps. Elle est vierge de tout. Autour d'elle, tout est bleu. Il n'y a personne. Allongée, visage offert, paupières closes sur ce qu'elle seule voit, elle flotte. Sous la surface de chaque chose bat une pulsation sourde. Sous sa peau aussi, allongée dans l'eau bleue, elle ne pèse plus rien, bienheureuse. Elle n'est pas vieille, elle n'a pas d'âge.
Là, dans l'eau ce matin, elle a 15 ans et elle se rappelle. Avant d'être vouée à plus vaste que chaque vie humaine, elle a vécu. Elle pose sa main à plat sur son ventre. Aujourd'hui, il n'est plus que le ventre d'une femme qui aime l'eau, le soleil et les parfums sauvages. Une femme qui ne craint ni la solitude, ni la profondeur de la mer. Elle est cette femme-là. Elle a ramassé un coquillage sur la plage, il n'y en a pas souvent. Il est blanc dans la nuit au creux de sa main. Elle le pose contre son front pour faire revenir la mémoire. Mais la mémoire n'obéit pas comme on le voudrait. Ou bien est-ce le coquillage ? On dit qu'en le collant à son oreille, on peut entendre la mer. C'est tout autre chose qu'elle entend. Ce sont des cris et des plaintes, des souffles mangés par les vagues qui cognent. L'eau entre dans la bouche d'une femme qui tient son enfant au-dessus de sa tête. Ses bras sont maigres. Ils agrippent en tremblant le petit qui hurle. Qui le prendra dans ses bras ? Qui le hissera sur un bateau ? Elle soutient l'enfant avec la femme aux bras maigres. Pourquoi tous ces gens sont-ils laissés seuls, livrés au chaos frénétique de la survie ? De quel naufrage sont-ils les pauvres restes ? La vision disparaît, engloutie avec les vies qui quittent les ponts des navires sans rien voir dans la nuit. Elle tient le coquillage dans ses deux mains fermées. Elle murmure des paroles. Dans les sons qui sortent de sa bouche, il y a des noms. Elle sait le nom de la femme et celui de l'enfant. Elle sait le nom de l'homme qui leur a fait payer à prix d'or le trépas dans les vagues puissantes. Elle sait juste les noms. Elle ignore les lieux et les temps où cela a lieu. Ça a lieu dans son cœur et c'est maintenant. Elle se lève et fait le tour de sa maison, en égrenant les noms de ceux qui luttent pour leur vie dans les flots obscurs. Elle ne les voit plus, elle les entend. Ils murmurent chacun leur nom à son oreille. Et elle le répète pour que l'air n'oublie pas de porter ses sons. Que les oiseaux les emportent sous leurs ailes et que les noms soient hissés dans l'air loin. Loin des côtes inhospitalières, loin des mains qui ne se tendent pas, des regards où ne brille plus rien qui puisse réchauffer un être humain. Elle tourne longtemps, mais aucun souffle de vent ne vient pousser ces noms loin de sa bouche. Ils restent tout près d'elle, comme s'ils avaient besoin de se réchauffer à sa propre peau. Il l'enveloppe encore quand elle rentre et qu'elle s'allonge. Son corps cette nuit est un refuge pour ceux qui sont dans les flots. Les noms bruissent contre sa peau. Elle les berce d'un mouvement lent, comme le font les mères quand les enfants ne trouvent pas le sommeil. Longtemps, elle les berce. Qui les a entendus à part elle ? Y a-t-il dans le monde d'autres humains pour qui les visages et les voix traversent un peu le temps ? Qui peut accepter que la douleur de ne pas être secouru traverse le temps
et viennent tourmenter ces jours tranquilles. Au matin de ce jour, elle descend au village. L'enfant est là. Alors sa main à elle se tend et elle caresse la chevelure bouclée. Cela fait si longtemps qu'elle n'a pas touché un enfant. Le temps est suspendu. La petite fille sort un tissu rouge d'une poche de son large vêtement. Elle le pose sur ses genoux, puis elle y met quelques gâteaux. Au passage, elle en prend un pour elle, et elle s'installe tout contre la femme qui est venue jusqu'au village. La chaleur du petit corps blotti contre sa cuisse l'occupe tout entière. Elle ne bouge pas. Laisse sa peau sous le tissu de sa longue tunique doucement s'apprivoiser au contact nouveau. Elle se rappelle un petit agneau qu'elle avait ainsi eu près d'elle dans sa jeunesse au village et sa douleur quand elle avait compris qu'on le lui enlevait et qu'elle ne le reverrait plus jamais. Mais maintenant, on ne lui enlèvera plus rien, ni personne. Tout a eu lieu. Elle n'a pas envie de bouger. Cela fait si longtemps qu'elle ne s'est pas retrouvée ainsi, entourée par les femmes et heureuse. Du temps passe. Une des femmes lance alors un chant. Une autre y répond. Leurs voix ont des timbres différents qui captent l'écoute. Les autres les accompagnent par des claquements de mains en cadence. Tout est à sa place ici. Il n'y a ni à penser, ni à craindre. Les corps savent. Chanter ensemble, danser ensemble. Depuis leur enfance, elles ont appris sans même savoir qu'elles apprenaient. Elles ont seulement vu et entendu les autres, puis elles ont répété les gestes et les sons, elles aussi. C'est le monde familier du village. Qu'apprend-elle, l'enfant qui reste blotti contre elle ? Soudain, elle a peur de lui transmettre la douleur. Que sait-on de ce qui passe d'un être à un autre ? Ici, on l'a accueillie. Elle ne voudrait pas faire le don mauvais de sa douleur. Faudra-t-il donc toujours qu'elle soit seule pour contenir la souffrance ? Elle est désemparée, se demande si elle a bien fait de venir, si elle est encore capable de tout cela. Et soudain, c'est la main de Jean qui se pose sur son épaule. Elle n'a même pas besoin de lever la tête pour savoir que c'est lui. Jean a la légèreté des oiseaux, et lui seul oserait ainsi la toucher. Jean est là pour elle, plus qu'elle n'est là pour lui, mais il n'y a pas de compte à tenir, ils sont liés.
Et ce n'est pas seulement la parole du Fils qui les a liés. Elle a toujours aimé son regard tranquille sur les choses et les gens. Elle a puisé dans ce regard la paix qui lui a manqué si souvent. Son mystère a toujours créé une distance et elle avait fini par s'y habituer. Tant de gens ont fui son regard à elle. Aujourd'hui, elle désire tant s'approcher. Avec la main de Jean sur elle, elle sait qu'elle peut rester. À eux deux, ils peuvent contenir la souffrance. Et l'enfant ne risque rien. Jean est entré dans l'eau noire. La nuit et l'eau accueillent mieux ses larmes que le jour. Il nage longtemps, puis s'allonge sur le bord. Ici, il n'y a pas de sable. Entre les galets, la terre est sèche. Lui n'a jamais rien vu sur la paroi de la falaise. Le visage de l'aimé est au creux de ses mains. Il pose ses paumes sur son front, ses doigts effleurent ses paupières. Qui compte les nuits depuis sa disparition? Compter les jours ne suffit pas. C'est l'obscur qui enveloppe le cœur de ces bandelettes serrées. Donne d'abord les flots sombres où lui et son frère tentaient de pêcher, toutes ces heures qui avaient précédé sa venue. Il se rappelle que ses mains lui faisaient mal, la peau tirait sur les jointures, des mains de pêcheurs crevassées. Il avait la peau trop fine, se moquaient les autres, même son propre frère, plus rude que lui. Cette nuit-là, il en avait eu assez de toute cette souffrance inutile, répétée. Une souffrance modeste, celle de tous les pécheurs, familière puisque répétée. Et c'est cette répétition sans choix qui lui était devenue insoutenable. La dureté était une entrave au rêve et il aimait le rêve, en secret. Il aimait tant de choses, en secret, toujours en secret. Il aimait la lune et les étoiles. Il aimait la clarté de l'eau qui reflétait le soleil. Il aimait les pierres qu'il ramassait sur le rivage, dont il faisait d'étranges assemblages. Tout ce qu'il aimait n'avait rien à voir avec la vie qu'il menait, et pourtant, c'était sa vie. Il n'en pouvait plus de remonter des filets vides. Son frère ne disait plus rien. C'était un matin de misère, un de plus, qui les attendait. Alors, lui était apparu, avec son air grave et un peu triste. Et il leur avait dit d'étranges et simples paroles.
dans sa petite maison à elle, les doigts posés sur ces mots écrits sur la pierre, elle revoit dans la nuit son visage à lui, le visage du Fils, et avec son visage, tout revient. Elle avait été d'un coup envahie par une houle puissante, et elle avait senti son souffle la quitter pour tenter d'entrer dans sa poitrine à lui, qui n'arrivait plus à se soulever. Elle tenait sa tête sur ses genoux. Qui peut savoir que dans son ventre alors, tout s'était soulevé à nouveau, comme si le Fils allait naître. La même douleur, mais une autre attente. Tout était concentré, tenu à sa respiration. Elle était prête à ce que son souffle la quitte tout à fait pour que lui respire. Elle sentait que c'était possible, quelque chose d'inouï par le souffle, un nouvel enfantement. Ce n'était plus son ventre ni sa chair qui œuvraient, mais autre chose. La puissance des femmes qui enfantent s'était déplacée. C'est dans sa poitrine à elle que tout avait lieu, et dans quelque chose d'impalpable. Ce n'était pas par le sang que cela pouvait se faire à cet instant, c'est par l'autre voie, celle que peut-être aucun être humain ne connaît. Mais elle avait senti à ce moment-là qu'elle pouvait. Elle poussait son souffle hors d'elle pour qu'il aille pénétrer la poitrine de son enfant et lui redonne la vie. Elle sentait le voyage lent et déchirant du souffle qui montait du plus profond d'elle pour aller jusqu'à sa bouche et continuer le voyage jusqu'à l'autre poitrine. Elle était entièrement concentrée à ce travail et sentait l'épuisement la gagner. Aucun peintre n'a su montrer cela. On la peindra avec des larmes. On peindra l'affliction. Aucun des visages qu'on lui prêtera ne montrera qu'elle était à l'œuvre, éplorée et puissante. Mais une mère ne donne pas le jour 2 fois au même enfant. Elle avait pourtant tellement espéré. Elle avait attendu que la voix d'avant la naissance revienne et lui dise à nouveau qu'il allait naître par elle seule. Elle sentait qu'elle pouvait s'effacer pour donner vie à nouveau, tendue dans ce seul effort qu'il respire. Elle abandonnerait son corps pour que l'autre corps se relève. Elle le voulait. Mais un éblouissement l'avait surprise. Son souffle était revenu d'un coup dans sa propre poitrine. Et elle avait su que c'était fini. Elle n'avait pas droit au miracle. Une colère immense l'avait alors envahie. Cette fois, lui avait-on fait enfanter la mort? Elle voulait donner la vie. Une fois encore, une seule. Avec l'écriture, elle avait un moyen silencieux d'exister, vivre pleinement ce que nul ne pouvait imaginer d'elle. Elle avait dans ses mains qu'elle contemple, à plat sur le tissu rouge, de quoi aller dans le monde, tout son être ouvert à l'amour silencieux qu'elle porte aux êtres humains. Tracer les signes éveillait son corps. En écrivant, elle sentait chaque chose de façon intense, comme jamais la vie sans les signes ne le lui permettait. Elle entendait les bruits du monde autour d'elle,
l'oreille ouverte à chaque son. Elle sentait le lisse et le rugueux des étoffes ou des pierres, du pelage des animaux ou de la peau des êtres. Aujourd'hui, elle a le sentiment qu'elle retrouve tout. Comme si le temps passé à enfanter son étrange fils, à s'occuper de lui dans les limites qu'il mettait par son simple regard, l'avait mené à suivre sa route de lumière et de souffrance, l'avait mené jusqu'ici. Aujourd'hui, sur cette terre étrangère qu'elle reconnaît pourtant comme sienne, par tout le corps, elle caresse de la paume de la main la pierre plate, essayant de saisir la nouvelle qu'elle apporte, puis elle se met en route vers le village, vers l'enfant. Elle marche et son chant lui permet de comprendre, de former les sons en les laissant monter de la terre dans son corps et aller jusqu'à sa bouche. Cela lui ouvre l'esprit. Elle comprend, en chantant et en marchant. Elle n'est plus que cela, un souffle et un mouvement sur la terre. Elle entend tout. Les souffrances sont les mêmes, les strates du temps n'effacent rien, ni les choses passées, ni celles qui ne sont pas encore advenues. Dans son chant, elle fait résonner la peine immense de toutes les mères qui voient leurs fils partir pour des guerres qu'elles n'ont pas voulues. Elle entend leurs plaintes et celles de ceux qui doivent s'attaquer à des humains comme eux, nés d'un côté d'une frontière ou d'un autre. Sa voix porte dans l'air l'absurdité de ce qui a lieu. Elle porte aussi la peine des hommes et des femmes qui doivent tout quitter de leur vie pour aller sur des routes incertaines, emmenant leurs enfants avec eux avant que d'autres hommes ne les tuent. Elle chante l'absurdité qui pèse sur eux tous, qui n'ont rien choisi. Son chant pourrait effrayer quiconque l'entendrait. C'est un chant de basse profonde et de souffle rauque. On la représentera souvent dans la suavité de sa maternité et on imaginera qu'une voix douce et murmurante. Mais ici, en ce moment même, c'est la sauvagerie de ce qu'elle perçoit qui monte dans son corps et qui vibre dans l'air par sa voix. Elle dit leur douleur et sa colère. Qu'ils l'entendent, dans quelque lieu et dans quelque espace qu'ils soient, ceux qui souffrent, et que la résonance de sa voix entre dans leur poitrine pour leur dire qu'elle a senti, et qu'elle n'est que la première d'une longue chaîne d'êtres comme elle et comme eux, imparfaits et souffrants, qui vont accueillir leurs plaintes et ainsi, de cœur en cœur, les alléger. Ce matin, en nouant ses sandales, elle les a regardés avec une attention qu'elle n'a pas l'habitude de leur accorder. Elle a revu son pied mesuré par la main de l'homme. Elle s'est demandé comment seront les nouvelles et quelles traces elles laisseront derrière elles.
grand merci évidemment à Jeanne Benhammer et bien sûr à Benjamin Duboc à la contrebasse qui a improvisé, je crois, sur votre lecture. Vous improvisez. Hop, je m'installe. Bonsoir Jeanne Benhammer. Bonsoir. Oui, on improvise. C'est-à-dire que moi, j'avais préparé plein de choses, mais en fait, j'ai lu d'autres choses. Parce que c'est le son qui va emmener certains passages du texte. Et je crois que pour Benjamin, c'est pareil. C'est le son de la voix qui l'emmène vers certains. Vous vous dirigez l'un l'autre. Oui, on s'écoute. Alors, on vient d'entendre des extraits de votre nouveau roman intitulé « Vivre tout bas », publié aux éditions Actes Sud. Et bien sûr, on va en parler, mais ce n'est pas le seul livre qui est paru en janvier, puisqu'il y a également un récit vers l'écriture, toujours aux éditions Actes Sud, récit de transmission. C'est un texte de transmission sur la transmission, on va en parler dans un instant. Et puis, il y a un autre texte aux éditions Bruno Doucet qui s'intitule « Nous vous parlons d'amour ». C'est plusieurs textes, pour être exact, des textes poétiques. Et il va y avoir, me semble-t-il, du 26 février au 1er mars, un spectacle. C'est ça, c'est-à-dire que ces textes de « Nous vous parlons d'amour » ont été écrits avec une troupe de théâtre avec laquelle j'étais en résidence à Rennes. Et c'est pour eux. Et donc, les textes sont montés au Théâtre national de Bretagne à Rennes. Alors, on va le voir dans nos échanges, j'en suis certaine. Il y a une bienheureuse cohérence dans ce que vous écrivez, Jeanne Benhammer. Pas seulement dans la continuité de votre œuvre, mais là, en l'occurrence, plus particulièrement, entre Vivre tout bas et Vers l'écriture, alors que, a priori, c'est pas du tout les mêmes textes, c'est pas du tout le même sujet. Il y a une forme de réverbération, d'effet miroir entre les deux textes. Et en vous écoutant pendant la lecture, j'ai trouvé encore des ponts, des liens. Quand on parlera de Vers l'écriture, on s'y penchera un petit peu. Mais d'abord, parlons d'abord de votre personnage principal dans Vivre tout bas, cette Marie, qui, me semble-t-il, vous le dites à la fin du texte, est inspirée d'un peintre du XVe siècle. C'est bien ça ? Alors c'est un bas-relief du XVe siècle qui représente une nativité comme on en voit peu. Enfin, moi, je n'en ai jamais vu comme ça. Où la Vierge n'est pas dans la crèche, elle n'est pas avec l'enfant Jésus, elle est allongée et elle lit. Et l'enfant Jésus est avec l'âne, le bœuf, voilà. Mais pas elle. Et donc, moi, j'ai trouvé ça tellement sidérant et en même temps tellement libre que ça m'a interpellée beaucoup. Et ça m'a plu beaucoup. Et c'est presque profane, en fait, comme mise en image de la Vierge. Et ça date du XVe siècle. Donc, voilà. Ouais. Donc, vous vous êtes demandé quelle était l'histoire de cette Marie avec un livre entre les mains ? Oui, je me suis penchée davantage sur Marie et j'ai trouvé qu'on lui faisait un sort qui était quand même peu enviable et qu'on la faisait mourir assez vite, à peu près 7 ans après la mort de son fils. En fait, elle n'intéresse plus personne une fois que le Christ est en croix, puis ressuscité, etc. Voilà, elle part avec Jean à Éphèse, et puis ça s'arrête là. C'est 7 ans après, elle est rappelée par Dieu. Voilà. Elle a rempli ses offices et donc voilà. elle est plus utile. Et vous l'imaginez comme étant beaucoup plus que cela, plus grande que la vie. Oui, j'ai eu envie de lui donner une autre vie et une autre puissance aussi. Et puisqu'elle lit, elle est représentée lisant, ça veut dire qu'elle écrit. Donc à partir de là, il y a l'écriture qui entre et voilà. Et c'est une belle chose dans une vie et ça donne de l'élan et de quoi vivre autre chose que ce qu'on raconte d'elle. Le livre s'ouvre sur une femme qui apparaît comme ça dans le paysage, donc c'est Marie. On sent d'abord la solitude, mais c'est aussi finalement l'histoire d'une femme qui va s'affranchir au bout du livre. Elle va s'affranchir non seulement à travers
l'écriture, les mots, mais aussi, vous en avez lu un passage, ce moment où tout vient de sa poitrine, dans son contact avec l'autre. On peut penser, les croyants penseront vient de l'âme, d'autres penseront vient du cœur, mais en tout cas, elle va nouer une relation avec cette petite fille, c'est-à-dire qu'elle est une mère qui n'a plus d'enfant, et la petite fille est une petite fille qui n'a plus de mère. Oui, et il va se passer ces rencontres, comme il peut y avoir dans la vie. Il n'y a pas que les rencontres de sang et de chair, il peut y avoir aussi des rencontres qui viennent du cœur, de l'esprit, de l'âme, appelons comme nous voulons, chacun de nous. Mais il y a des rencontres dans la vie qui font que des êtres qui ne sont reliés par aucun lien de famille, entre guillemets, peuvent se reconnaître et s'aimer et s'apporter beaucoup. Elles ont un autre point commun que celui de la perte, me semble-t-il, c'est qu'elles n'ont pas d'âge. Parce que Marie, vous avez dit dans le texte, n'a pas d'âge, mais la petite fille, en quelque sorte, non plus. La petite fille n'a pas d'âge non plus. Et Marie remarque que sur le visage de cette petite fille passe effectivement du temps quelquefois, et elle a un regard qui peut être le regard de quelqu'un de beaucoup plus âgé. Et puis parfois, elle reprend ce visage de petite fille. Il y a deux autres personnages qui sont très touchants. L'un, vous avez lu aussi un texte sur lui, c'est Jean. On imagine évidemment Jean-Baptiste. Il est là comme une présence bienveillante, mais aussi un peu perdu, me semble-t-il. Jean, c'est le bien-aimé du Christ, en fait, dans l'histoire biblique. Et là, oui, je le présente comme quelqu'un qui a perdu son bien-aimé et qui n'a plus de guide, surtout. Parce que quand il avait rencontré cet homme qui leur avait dit à lui et à son frère, dans l'histoire, de lâcher la barque et la pêche et de le suivre, eh bien, à partir de là, il n'avait plus à se poser de questions. Il était dans les pas de celui qui le guidait. Et là, il faut qu'il reprenne en main sa propre vie. Et Marie l'aide beaucoup à reprendre cette liberté et à aller sa route à lui. Alors que c'est lui qui est censé la protéger, c'est elle qui va donner des trajectoires à ceux qui l'entourent. Oui, il la protège à sa façon. Il veille un petit peu comme ça aux choses matérielles, mais elle veille aussi. Alors le rapport à l'écriture de Marie, il est un peu particulier parce que on écrit beaucoup dans le sable dans ce livre, on écrit contre les falaises, comme si il n'y avait rien d'immuable. D'ailleurs, je parlais de cohérence dans votre écriture, on l'avait vu dans votre précédent roman aussi, La patience des traces. Il y a cette idée que c'est dans les interstices, dans les silences, dans les absences aussi qu'il se passe des choses. Et là, on a l'impression qu'avec Marie, c'est ça, ce rapport à l'écriture, c'est une écriture qui est importante dans le geste, dans l'instant, mais pas dans ce qu'on va fixer. Il y a les deux choses, c'est-à-dire qu'au départ, quand on lui a appris à écrire, c'était interdit. C'est interdit pour les filles. Ça l'est encore, de nos jours. Il y a des pays où c'est toujours interdit, on le sait. Et donc, il y avait un vieux maître qui avait transgressé, qui lui avait appris. Donc, il fallait absolument effacer toutes les traces de ce savoir qu'elle était en train d'acquérir. Elle a le désir de laisser trace, c'est avec les rouleaux, c'est pour plus tard. Mais il y a aussi tout le côté où finalement elle se rend compte à quel point elle est une passante. Elle passe, donc elle est un souffle. C'est un souffle qui passe, c'est un mouvement. Moi, c'est ça que j'avais envie de. Elle ne cherche pas à faire acte d'évangile. Non. Et ça aussi, c'est très important. Mais non, les autres le feront. Elle dit les autres raconteront la vie de son fils. Elle veut juste raconter les vies des gens, les vies humaines. Elle est du côté des humains, profondément. Elle est du côté des humains. Je m'accroche à cette phrase pour penser à ce premier texte que vous avez lu où il est question des voix qu'elle entend dans le coquillage. Et c'est comme si tout d'un coup le temps s'était disloqué et que on ne savait plus si c'est aujourd'hui, malheureusement, ou si c'est à l'époque, ou si c'est entre les deux. Le temps se disloque et elle est à l'écoute à travers ce coquillage de tous ses destins.
ce qui est profondément triste, mais en même temps qui peut nous faire réfléchir, et donc quand on réfléchit, on quitte la tristesse pour aller peut-être vers une action, c'est que tout cela se répète dans l'histoire. On le sait aujourd'hui, qu'il y a des gens qui se noient, et elle a des visions intérieures. Nous, on a tous les écrans autour de nous qui nous donnent régulièrement les images de ces gens qui se noient, qui sont obligés de quitter leur pays, etc. Donc tout cela se répète. C'est pour ça qu'il n'y a pas de temps. Le temps, l'espace, nos catégories kantiennes pour entrer dans la connaissance, là, ça n'a plus lieu. Tout ça est balayé et un être humain peut effectivement concevoir que dans les temps à venir, dans les temps passés, il se passe des choses et qu'on peut apporter quelque chose, parce que Marie, elle apporte quelque chose à chaque fois. Elle apporte un peu de, on va dire, un peu moins de poids dans le fardeau des autres. Elle essaie. Et puis il y a cet homme qui lui fait des sandales. Alors on ne dira pas, évidemment, on n'en dira pas trop parce qu'il ne faut pas déflorer à la fin, mais toujours cette idée des traces et le pied comme quelque chose de noble. Oui, absolument. Et marcher. Marcher sur cette terre. Avancer, marcher. On ne reste pas au même endroit. On marche. Ça, je ne peux pas expliquer parce que c'est comme ça. Voilà. C'est marcher, nager. Juste peut-être dire quelque chose de ce personnage que j'ai trouvé très joli, c'est qu'il explique qu'il observe, qu'il comprend qui sont les gens à la manière dont ils marchent et qu'ils laissent des traces sur leurs pas. Oui, lui, il dit qu'en réparant les chaussures, en fait, en regardant l'usure des chaussures, il sait comment la personne a marché. Il sait qu'il y a des gens qui piétinent beaucoup, que d'autres essaient de marcher trop vite. Et il sait tout ça par les semelles des chaussures. J'aime bien cette idée qu'on connaisse les gens par leurs pieds. J'aimerais qu'on parle un peu du texte vers l'écriture, parce que je disais tout à l'heure qu'il y a plein de fils tendus entre ces deux livres. Parfois, vous m'avez confié tout à l'heure, presque à votre corps défendant, vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Non, je m'en suis rendu compte après. Il y a... parfois même des mots, des références. Vous parliez de ces mères qui ne veulent pas que leurs fils partent à la guerre, mais elles sont là, vers l'écriture, les mères qui ne veulent pas que leurs fils partent à la guerre, puisqu'elles font partie d'un atelier d'écriture que vous avez dirigé. Ce livre, d'abord, disons quelques mots. Comment est née l'idée de ce livre ? Pourquoi avoir souhaité transmettre à travers ce livre, cette expérience si particulière que sont les ateliers d'écriture, surtout de la manière dont vous le faites, et qu'est-ce que l'écrivaine que vous êtes transmet à travers ça ? Alors, les ateliers d'écriture, c'est une longue histoire. J'ai rencontré Elisabeth Bing dans les années 80, donc ça m'a ouvert l'esprit. À l'époque, j'étais enseignante, et ça m'a vraiment ouvert l'esprit, une autre façon d'envoyer un peu le désir de l'écriture, qui était le mien, et aussi et après je me suis rendu compte que, après avoir été formée par Elisabeth Bing, avoir travaillé dans son association, que sa façon de faire m'avait vraiment ouvert l'esprit et des portes, et il faut lui rendre cette belle justice, parce que c'est une femme qui s'est beaucoup battue pour ça à sa façon, mais que ça ne me convenait pas, qu'il me fallait beaucoup plus de silence pour animer. Donc j'ai créé cette démarche dont je parle là, et j'ai animé autrement les ateliers, dans des tas de lieux différents, et avec des gens très loin de l'écriture, et avec des gens au contraire extrêmement lettrés. Les questions d'écriture sont toujours les mêmes, celles qui se posent. Et il y avait l'idée effectivement de transmettre tout ça. Mais faire le énième livre sur les ateliers d'écriture, non, j'avais pas envie. Il y en a plein, j'avais pas envie. Donc j'ai attendu très longtemps. Françoise Nissen, qui est par là, m'a dit un jour quand même que oui, j'avais mené un séminaire d'1 an à Montauban avec 25 personnes pour les former à cette démarche. C'est bien, 25 personnes, mais quand même, si on faisait un texte, ça irait
plus large. Et j'ai dit oui, c'est vrai que j'avais envie de le faire, mais il fallait trouver la voie juste. Et je pense que c'est parce que j'écrivais Vivre tout bas que j'ai pu trouver la voie juste pour écrire vers l'écriture. C'est comme ça que les choses se passent. Vous permettez que je lise un petit extrait, malgré ma voix toute éraillée. Allez-y. J'aimerais poser ma main sur leur épaule quand je les sens si fatigués, poser ma tête à moi sur une épaule quand c'est moi qui suis en peine. Les enfants savent encore avoir cette spontanéité sans se soucier de se connaître ou pas. Ils vont les uns vers les autres et s'attrapent la main, se parlent sans souci. On redevient des glaneurs. Cette fois, on glane ce que notre œil, notre oreille, notre main perçoivent. Par l'écriture, nous nous offrons la profusion. Nos sens sont là pour ça. Nous sommes des receleurs de trésors ignorés. Et les mots les plus précis possibles sont là pour jouir de ces trésors. Il y a une bonne joie à ainsi se redonner le monde. Je voulais lire cet extrait parce que se redonner le monde, c'est quand même une très belle définition de l'écriture, ambitieuse mais magnifique, et qui nous donne peut-être à entendre la particularité justement de ce livre. Ce n'est pas un essai sur comment mener un atelier d'écriture, c'est une profonde réflexion sur votre métier d'écrivain et sur ce que vous pouvez en faire dans l'altérité. Oui, et ça m'a emmenée sur des chemins que je n'imaginais pas. Parce que par moments, ça m'a replongée dans ma propre enfance et mon propre désir d'aller vers les signes écrits. C'est là depuis. Voilà, c'est le premier souvenir conscient de désir que j'ai dans ma vie. C'est l'alphabet, entrer dans l'écriture. Et donc, oui, j'ai replongé dans beaucoup de choses qui me concernent et qui concernent cette façon d'être au monde par l'écriture. Et j'ai eu envie. Et c'est là qu'on retrouve Marie, votre mari, dans Vivre tout bas, parce qu'elle renaît au monde par l'écriture. Elle va avoir l'expérience d'un écrivain. Oui, et elle veut transmettre aussi, ce que je n'attendais pas non plus en écrivant Vivre tout bas. Mais c'est bien parce qu'on ne sait pas, quand on commence un texte, quel qu'il soit, où ça va nous mener. C'est ça qui est intéressant quand même, sinon c'est pas la peine. Est-ce que vous êtes demandé ce que vous apportait à vous l'atelier d'écriture que vous proposez aux autres? Ce que ça m'apporte à moi d'essayer d'envoyer un petit peu chacun sur sa route, la sensation d'être utile, c'est pas mal dans une vie. Parfois, j'ai des doutes sur l'utilité de ma petite présence dans ce monde. Et il y a eu tout un temps où je pense que j'avais besoin de m'assurer que j'étais bien dans le monde, là, avec des gens autour de moi, et que je servais à quelque chose. Parce que je pense que juste l'écriture comme ça ne m'apportait peut-être pas cette assurance un peu ontologique d'être utile à quelque chose dans le monde. Il se trouve que maintenant, l'écriture me suffit. Donc je n'anime plus. Je le dis tout de suite. D'atelier d'écriture. Par contre, j'ai écrit ce texte pour que d'autres s'en emparent, pour que ça puisse servir à d'autres, et que voilà. Parce qu'il y a cette idée qui est à la fois poétique et en même temps techniquement extrêmement utile, intéressante, puisque vous avez plusieurs passages dans ce livre. Il y en a un sur le scripteur, comme vous l'appelez. Oui. Donc ensuite, on a la première partie, c'est l'inscription. Ensuite, le journal de bord, la correspondance. Et enfin, le texte histoire. L'écriture, ça n'est pas, si on vous lit bien, se poser à sa table et raconter une histoire et la lire à voix haute. Ça passe par des étapes, comme des strates presque, d'écriture. Oui, moi, j'ai repensé aux mains dans les cavernes, enfin bon, à l'inscription
d'abord, avant l'écriture. Et je me suis dit, il faut commencer par là. Il faut prendre les choses au début, à l'origine, pour aider les gens qui ont du mal, justement, ou ceux qui ont la tête tellement pleine de littérature qu'ils n'arrivent plus, eux, à se donner la liberté d'écrire ce qu'ils ont à écrire. Donc j'ai inventé cette démarche avec des étapes très réfléchies. Ça a l'air de rien, mais c'est 30 ans de réflexion. Je suis lente. Il m'a semblé que dans cette vision de l'écriture, il y avait quelque chose d'extrêmement organique. Je m'explique, oui. Et peut-être que ça fera le lien aussi avec Vivre tout bas. Je pense à la manière dont on peint les icônes orthodoxes notamment, qui sont bâties au lieu d'être peintes. Je la vois. Elles sont bâties au lieu d'être peintes, puisqu'on les construit de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a plusieurs strates, puisque au même titre que l'écriture, et puis apparaît la peinture à la fin. Mais le tableau est habité par toute une construction. Est-ce qu'il y avait un peu de ça dans l'idée de l'écriture ? Eh bien, je ne savais pas comment on peignait les icônes. Donc c'est bien, parce que là, je l'apprends. Mais il se trouve que je pratique un peu la peinture, parce que j'aime ça. Et j'aime particulièrement travailler la peinture à l'huile, parce qu'on peut revenir tout le temps. On fait des strates aussi. Et très souvent, il y a quelque chose qui apparaît, comme dans l'écriture, au moment où, voilà, ça peut apparaître. Mais parce qu'on a d'abord travaillé à l'aveugle, juste avec les couleurs, les formes, et on a déposé des strates, et à un moment, quelque chose apparaît. Ça, j'aime bien. Mais dans la vie, c'est comme ça. Quelquefois, on piétine pour des tas de choses, et puis à un moment, paf, ça y est, c'est là. Parce que, justement, on a passé tout le temps à piétiner. Ça sert à quelque chose de piétiner. Et puis je disais organique, dans Vivre tout bas, il y a ce décor. Je parlais tout à l'heure de falaise, il y a le sable, il y a les traces, il y a la mer aussi qui est très présente. Elle est à la fois bienveillante et dangereuse. Elle est ce que la vie en fait. Ce que le destin de chacun en fait, bonne ou mauvaise, mais en tout cas les éléments sont extrêmement présents, comme si les forces de la nature venaient appuyer votre propos. Mais parce qu'on est au monde, dans un lieu, et pour moi le paysage, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire je suis traversée vraiment par les choses, je vis dans un paysage qui me convient et j'ai besoin de ça. J'ai besoin des pierres, de la mer, du vent. Toutes ces choses-là font vraiment partie. C'est pas juste je regarde et je vois comme un spectacle, un beau spectacle. C'est je suis éprouvée par le paysage. J'éprouve quelque chose, je suis éprouvée par le paysage. Et donc, c'est très important, les lieux où je choisis de vivre et d'écrire. Et la distance, je parlais tout à l'heure de la dislocation du temps, mais c'est quand même, le parti pris, c'est tout de même de raconter une histoire loin dans le temps. Pourquoi cette distance pour raconter finalement des choses terriblement actuelles ? Je ne sais pas. Je suis partie avec ce personnage de Marie et j'en ai fait quelqu'un qui pourrait être là aujourd'hui parmi nous, qui l'est peut-être d'ailleurs, on ne sait pas. Et voilà, quelqu'un qui chemine. Et ça n'a pas de temps pour moi. J'aime bien cette idée que, oui, il y a le temps des horloges, c'est vrai, et voilà, et on sait que nous sommes en 2025, etc., etc. Mais on sait tous aussi qu'il y a des moments dans nos vies où on est au-delà de tout ça. On est ailleurs, on est dans un temps qui flotte aussi. Enfin, moi, j'aime beaucoup ça. J'aime bien flotter. Et puis, Marie, c'était aussi une manière de rendre à une femme sa place dans le monde. Oui. Oui, et puis... la sortir justement, c'est une icône, et en faire une femme humaine et puissante. Parce qu'elle l'est, à sa façon, très tranquille. Et elle va sa route
doute, elle va transmettre l'écriture. Elle part avec ses rouleaux et elle va transmettre. Et Marie reprend corps, reprend vie. Elle n'est pas que cette image de maternité. Je dirais même qu'elle reprend, toujours agacée. Elle découvre sa puissance justement à travers la transmission. Parce qu'il y a quand même quelque chose de très particulier. Elle le dit, elle a été quand même la mère d'un homme qui n'avait pas besoin de son aide. Qui n'avait pas besoin d'elle. Il a eu besoin juste de son corps pour naître, mais il n'avait pas besoin d'elle. Et il n'a jamais eu d'abandon, comme un enfant peut s'abandonner contre le sein de sa mère. Elle n'a jamais connu ça. Ça, elle le connaît avec la petite fille. Et vous voyez, vous dites besoin. Je pense à l'extrait que j'ai lu dans Vers l'écriture, ce besoin de poser une main ou une tête sur une épaule. Tous vos personnages ont besoin les uns des autres. Oui. C'est aussi une sorte d'hymne au besoin, mais au sens noble du terme, d'avoir besoin les uns des autres. Mais oui, on ne peut pas vivre autrement, même si parfois on aimerait bien, comme ça. Il m'arrive d'avoir des désirs d'indépendance totale, mais ce n'est pas vrai. On a besoin d'être avec les autres et de se retrouver. Et moi, j'ai besoin de lire ce qu'écrivent les autres. Donc, on a besoin les uns des autres. Et c'est beau. C'est peut-être, dans ce monde tellement fou dans lequel nous sommes en ce moment, c'est peut-être la seule chose qui reste quand même comme un phare, là, qui nous dit quelque chose. On a besoin les uns des autres. Avec ça, on peut faire quelque chose. Je ne sais pas quoi. Moi, je fais des livres. Bon, j'écris. J'essaie de faire à mon niveau. Et chacun essaie de faire quelque chose. Mais c'est ça qui nous mène quand même. Le temps qui nous est imparti touche à sa fin. J'ai peut-être une dernière question. On a eu le plaisir d'écouter Benjamin Duboc vous accompagner tout à l'heure. Est-ce que quand vous écrivez, vous écoutez de la musique ? Jamais. Jamais. J'en étais sûre. Non, quand j'écris, j'ai besoin d'un silence total. Je veux même pas qu'il y ait quelqu'un dans la maison qui bouge. Donc je vis seule. Ça vaut mieux. C'est quand même c'est moins dictatorial, on va dire. Donc non, j'ai besoin vraiment... Je plaisante, mais c'est tellement vrai pour moi. J'ai tellement besoin de silence pour entrer dans cet état que demande l'écriture, où moi je suis... Enfin, j'essaie d'être vide, on n'est jamais vide, mais bon, j'essaie quand même pour pouvoir donner forme à ce qui vient. Je rappelle que du 26 février au 1er mars, il y aura un spectacle au Théâtre National de Bretagne avec Nous vous parlons d'amour, ce recueil de textes publié aux éditions Bruno Doucet. Qui est présent dans la salle. Et que l'on remercie pour le travail formidable qu'il accomplit dans sa maison d'édition. Vers l'écriture, récit de transmission, un livre tout à fait inspirant sur les bienfaits de l'écriture, même quand on ne cherche pas à publier, peut-être même encore plus. Ah non, mais c'est pas fait du tout pour fait pour devenir écrivain. Non. Et écrire, c'est autre chose. Et enfin, vivre tout bas, partir à la rencontre de votre mari, celle que vous avez rencontrée un jour au XVe siècle et que vous nous avez restituée à travers ce très très beau roman. C'est aux éditions Actes Sud. On vous retrouve en dédicace. Un immense merci, Jeanne Benhamer. Merci beaucoup. Et merci à vous tous. Merci à vous. Le livre est disponible en librairie.